Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma première question est toujours la même. Est-ce que vous m'entendez? Et vous pouvez me répondre dans le chat. Et d'ailleurs, je vais moi-même. Oui, Marie, super. Eh bien, bonsoir. Hop. Et voilà, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Sophie, Blandine, Isabelle, les Isabelle. Odile, Nadine, écoutez, je suis vraiment ravi de commencer cette rentrée en fait scolaire par ce dernier volume du pouvoir des images. Donc on avait travaillé, on avait partagé une réflexion, une grande réflexion sur le pouvoir des images, leur présence d'abord, et ensuite ce que les images pensent. Ça, c'était le volume 2, à quoi pensent les images, et on avait vu qu'il y avait un pouvoir, une pensée figurative qui n'est pas ni un discours, ni une réflexion rationnelle, mais qui est une image et qui, à titre d'image ou d'œuvre, qui fait image, pense d'une certaine manière, c'est ce qu'on avait vu. Et on va voir ensemble ce soir bien une autre forme de signe qui vient, et on va le voir, presque se surimposer à l'œuvre, c'est-à-dire se mettre sur l'œuvre sans pour autant être une œuvre. On va voir que c'est peut-être un petit peu ambigu. C'est la signature. Et on va voir ce que ça veut dire. Et toutes les modalités de cette signature qui ne veulent pas dire la même chose. Et pour ça que je vous proposerai aussi, d'une certaine manière, dans l'histoire, une histoire des sensibilités vis-à-vis de ce qu'est la signature. Alors, comme d'habitude, l'enjeu est de réfléchir ensemble à la signature et peut-être aussi de vous aider à vous positionner. Alors, je vais pas regarder le chat et je vais vous proposer une réflexion de 40-45 minutes et ensuite on pourra échanger sur quelques questions. Et j'aurai aussi quelques annonces à vous faire à la fin de cette présentation. Alors, pour commencer, sur ce que signer veut dire, peut-être une image associée à une histoire. C'est celle de la Pietà. L'œuvre est au Vatican et c'est une œuvre de Michel-Ange de 1499. Mais peut-être que c'est l'histoire derrière qui nous intéresse vis-à-vis de la signature. Vasari, le premier historien de l'art, écrit et rapporte une histoire au sujet de cette Pietà qui est la seule œuvre signée de Michel-Ange qu'on ait. Il rapporte cette anecdote qui va cristalliser, vous allez le voir, tous les enjeux qu'il y a peut-être autour de la signature. Dans une correspondance anonyme, Vasari rapporte l'histoire suivante. Le jour de l'inauguration de la Pietà, la foule était venue nombreuse et dans la foule, quelqu'un s'exclama alors que Michel-Ange était là, anonyme, dans la foule des gens qui se pressaient pour voir l'œuvre de Michel-Ange, s'exclama que c'était Giovanni Pavoretti qui avait fait l'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Michel-Ange. Michel-Ange, vexé, revient donc le soir et vient tailler dans le cordon de la tunique de la Vierge, eh bien, son nom. Et on va le voir après, son nom avec un mot derrière qui est faciebat, mot qu'on va retrouver et qui veut dire en latin « il l'a fait ». Michel-Ange l'a fait. Et il est dit d'ailleurs que, se faisant découvrir le soir par une nonne qui venait là, pendant qu'il était en train de tailler, en fait, de signer son œuvre, eh bien, lui demanda, la nonne, si, parce qu'elle était tellement contente d'avoir un compagnon de cette beauté, c'est-à-dire le Christ qui est le compagnon de toutes les nonnes, de doter de la côte du Christ, eh bien, un peu de marbre pour le donner à la nonne qui, considérant là que Michel-Ange avait fait, non pas qu'une image, mais le Christ lui-même, eh bien, la nonne ingéra le marbre issu de la côte du Christ. Alors, cette histoire évidemment fantasmée est intéressante à plusieurs égards. C'est ce que dit Vasari,
à la fois la présentation d'un artisan, puisque au XVIe siècle, les artisans sont considérés, on considérait aujourd'hui qu'un artiste est, en fait, sont considérés comme des artisans. Et pourtant, ce que dit Vasari, c'est que à la fois l'artisan est reconnu pour faire, fakiebat, et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que ce mot revient. Je vous montrerai un détail du cordon ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une facture presque manuelle de l'œuvre. Et pourtant, comment main d'artisan, Vasari parlant de Michel-Ange et notamment de la Pietà, a-t-elle pu si divinement accomplir en si peu de temps une œuvre aussi admirable? Eh bien, comme s'il y avait quelque chose, un talent, qui n'était pas celui d'une technique, mais bien quelque chose d'autre, de supérieur, qui serait peut-être l'indice que ce serait un artiste. Et donc, dans la signature, il y a, on va le voir, une tension entre le fait de faire reconnaître une technique, un savoir-faire, et on va voir que c'est ce qu'on va appeler une logique de marque, et quelque chose d'autre, peut-être une présence. Alors, si Vasari dit divine, dans l'histoire, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça, mais une présence, peut-être l'idée d'un auteur. Alors, on voit aussi, autre enjeu, c'est l'enjeu artistique et économique de cette signature qui est en fait un signe qu'on vient rajouter sur l'œuvre. Le signe qui est la signature, on va voir un peu tous ces enjeux, hein, je vais les détailler. Le signe qui est la signature est un signe qui est extérieur à l'œuvre. C'est-à-dire que si on enlevait la signature, dans beaucoup de cas, on va voir, c'est pas toujours le cas, mais quasiment dans tous les cas, eh bien, on peut se passer de la signature de l'artiste. Ça n'enlèverait rien à l'œuvre. On pourrait poser, c'est une hypothèse qu'on va éprouver ensemble, et je vous propose, sous forme d'enquête, de découvrir, d'éprouver cette hypothèse. On pourrait dire que la signature est donc un signe extérieur à l'œuvre et vient désigner un contexte, c'est-à-dire non pas l'œuvre en elle-même, mais le contexte dans lequel a été créée l'œuvre, et c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire cette signification que je rajoute, que je surimpose, tel un voile sur l'œuvre. Qu'est-ce que ça dit du contexte dans lequel l'œuvre a été créée? Donc c'est un indice, l'indice d'un travail, voilà, un travail qui peut être artisanal, puisqu'il n'y a pas que les artistes qui signent, et l'indice d'un auteur, c'est-à-dire quelque chose d'autre, du créateur en fait de cette forme. Mais on va le voir que loin d'être juste un élément de valeur symbolique qui montrerait en fait la paternité de l'œuvre ou la maternité de l'œuvre, eh bien c'est aussi, c'est peut-être ça qui est aussi intéressant, c'est que la signature est aussi un marque de reconnaissance qui va permettre une économie de l'œuvre. C'est-à-dire de mieux vendre l'œuvre et de mieux la faire circuler. C'est ce qu'on va voir. Et donc là, vous voyez sur le cordon, je ne sais pas si vous arrivez à le voir depuis l'écran, mais on voit Michel-Ange, Michelangelo Bonadovus, je ne peux pas vous dire là, Fakiebat, il manque quelques lettres. Alors, peut-être qu'avant de se plonger pour essayer de comprendre ce que signer veut dire, là j'ai mis tous les enjeux, j'ai mis quelques enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce que la signature désigne le contexte de création de l'œuvre. Bon, ça peut désigner le fait de faire l'œuvre, donc c'est à la fois une paternité et un savoir-faire, mais on peut aussi se poser la question pour essayer de comprendre ce qu'est une signature, ce que ça veut dire de ne pas signer. Ce serait peut-être déjà commencer comme un négatif pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire de signer si on ne signe pas, et donc ça nous permettrait de comprendre pourquoi. Ainsi, on va essayer d'observer l'absence et on pourra se rappeler de manière poétique les mots de Victor Stoichita dans sa brève histoire de l'ombre, qui rappelle en fait que l'origine de la peinture, eh bien, c'est, comme disait Pline l'Ancien, une potière qui, la fille d'un potier qui voulait garder la trace, le souvenir de son amant, et avait peint sur un mur l'ombre de son amant. Et donc, que cette trace est une forme d'empreinte, empreinte d'une absence, l'amant disparu, pour mieux se remémorer. Et donc,
Si la peinture est une trace qui essaye de capter une absence, eh bien, on va observer aussi l'absence de signature. Ainsi, il y a peut-être 2 raisons pour lesquelles on ne va pas signer l'œuvre dans l'histoire. Qu'on pourrait appeler le refus d'être auteur. La première, c'est une théorie de Marie-Christine Villanueva Puig, des signatures de potiers et de peintres de vases à l'époque grecque archaïque et leur interprétation, qui essaye de comprendre pourquoi certains vases sont signés, certaines œuvres ne sont pas signées. Eh bien, ce qu'elle dit, c'est que ces artisans vont signer, mais ces artistes du grand art que sont les sculpteurs, et elle parle notamment du sculpteur qui représente la Gorgone au fronton du temple d'Artémis à Corfou, vers moins 590, ne signe pas l'œuvre parce que peut-être il est investi d'un pouvoir divin ou d'une inspiration divine. On retrouve aussi cette idée d'humilité face à l'œuvre chez Andrei Roublev, qui est un peintre d'icônes et qui ne signait pas ses œuvres, comme tous les peintres d'icônes. Et c'est ce qu'on va avoir aussi au Moyen Âge. Alors, au Moyen Âge, il y a quelques signatures, mais c'est très très rare. Et donc, on ne va pas signer ses œuvres parce qu'au fond, il y a une forme d'humilité et aussi de pratique anonyme, puisqu'il y a, on va le voir aussi, des logiques corporatistes, c'est-à-dire qu'on fait tous plus ou moins la même chose. En tout cas, il y a des logiques d'anonymat et qu'on peut interpréter comme un refus d'être auteur pour ne pas se mettre au niveau justement du Dieu créateur. Et c'est aussi ce que Michel-Ange s'est reproché à la fin de sa vie dans ses poèmes, en disant qu'il s'était mis à l'égal du créateur en faisant des œuvres aussi belles. Et on peut imaginer que signer ses œuvres pouvait être considéré comme une sorte de, j'allais dire, de sacrilège par rapport au pouvoir créateur que serait la conception qu'ils avaient du Dieu et du fait que le démiurge, en fait, n'était que divin. Donc, il y a un refus d'être auteur parce qu'au fond, il y a une forme d'humilité, de volonté d'anonymat pour ne pas être créateur. Alors, c'est aussi, tout simplement, quand on regarde aussi, il y a une autre raison, c'est peut-être qu'aussi, au fond, on n'avait pas besoin de faire reconnaître son tableau si on connaissait ses acheteurs et si il n'y avait pas besoin de marquer son tableau de sa présence ou de revendiquer l'autorialité du tableau, tout simplement parce qu'en fait, on connaissait les gens qui nous entouraient. Pourquoi le faire si tout le monde sait que c'est moi qui l'ai fait? Je n'ai pas besoin de le dire. Si Watteau ne signait pas ses tableaux, c'est qu'il les destinait à des fidèles qui connaissaient la provenance des toiles. Nul besoin pour lui de mettre son nom sur ses tableaux qu'il réservait à ses quelques protecteurs. Charlotte Guichard, La griffe du peintre 2018, qui rappelle dans certaines correspondances que Watteau avait très très peu d'acheteurs, mais qui lui étaient très fidèles, et qu'au fond, ce peintre presque de coup, on peut dire, enfin, d'une certaine manière, n'avait pas besoin de signer ses tableaux. Ainsi, si je signe, c'est peut-être pour 2 choses dans ce cas-là, puisqu'on a analysé l'absence de signature. C'est peut-être pour 2 choses. La première, pour faire reconnaître mon travail et rentrer dans une économie de l'identification. Ce sont les mots de Charlotte Guichard, c'est-à-dire, si je dois exporter mon tableau, si je ne suis pas à côté de mon tableau, si je vais le vendre à des personnes que je ne connais pas, c'est bien peut-être de faire reconnaître que c'est bien moi qui l'ai fait. Et ça va rentrer dans une économie de l'identification et on va voir que c'est aussi une valorisation économique. Et puis, c'est peut-être aussi pour, contrairement aux pratiques de l'icône et aux pratiques de sculpture antique, faire reconnaître que c'est bien moi le démiurge. J'ai bien créé cette œuvre. Ainsi, on voit les 2 enjeux de la signature. Le dernier enjeu,
ou la dernière grande valeur, on va dire, de la signature, c'est peut-être aussi tout simplement, si on regarde les vases grecs, c'est peut-être l'indice de signature sur les vases grecs qui nous est in qui nous indique, c'est que la c'est une marque de qualité. On trouve 2 mots en grec pour signer. On a le mot «époissen», il a fait, c'est-à-dire que le potier va dire: «J'ai fait ce vase», et sur le cratère, de Phroïnos, le plus grand peintre potier de Grèce, au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, signe ces vases. Et s'il les signe, ce n'est pas pour dire que forcément c'est lui le démiurge, puisqu'il est considéré peut-être juste comme un potier très bon, mais c'est pour faire reconnaître la qualité de son travail, un peu comme les artisans qui faisaient Fakiebat, ou comme Michel-Ange qui a dit qu'il l'a fait, hein, dans une logique en fait de marque de qualité. Donc on voit qu'il y a là, si je résume très rapidement, une signature qui vient revendiquer une qualité, on va le voir comment dans l'histoire ça va se structurer, et une signature qui vient revendiquer une logique d'auteur, c'est-à-dire de demiurge. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et pourtant c'est le même signe. Alors vous voyez ici la signature de Phroïnos, peut-être les premières signatures de l'histoire de l'art. Ainsi, on voit, pour comprendre, et on va faire ensemble une histoire des sensibilités, ce qu'on est en train de faire, que la signature va mobiliser des représentations qui vont être faites par l'histoire de l'art, avec lesquelles les artistes vont jouer. L'œil oubliera combien les mots utilisés pour rendre compte de ce que nous voyons et même pour choisir ce que nous regardons sont des mots ambigus stratifiés par l'histoire. Georges Didier Berman, Fra Angelico, Dissemblance et figuration, 1990. Qu'est-ce que veut dire Georges Didier Berman? Eh bien, tout simplement que quand on va regarder une signature aujourd'hui, de manière consciente ou inconsciente, il y a toutes les représentations de ce que veut dire signer une œuvre qui vont être mobilisées. Et les artistes vont jouer avec ces représentations-là. Alors, ce qu'on va voir ensemble rapidement, c'est un petit peu une histoire de ces représentations rapidement. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu comment on peut, en tant qu'artiste, se positionner par rapport à ça. Alors, il y a, comme on a dit, la mise en avant de 2 mots, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien souvent, à côté de la signature qui est le nom de l'artiste ou de l'artisan, on va rajouter ce mot Fakiebat ou invented, c'est un peu plus rare. Il y a donc dans ce mot la mise en avant du travail artistique associé à un travail manuel. On retrouve l'idée que l'artiste, c'est celui qui fait de sa main. Et on va le voir après dans les logos de différents artistes, on voit beaucoup de mains, notamment, et j'en ai sélectionné quelques-uns. Mais il y a aussi un autre mot, invented, qui est la mise en avant de la création associée à l'esprit. C'est-à-dire que on va plutôt que de dire je fais, on va dire j'invente ou je pense, je conçois. C'est l'idée aussi que la peinture est un art libéral qui s'est distingué des arts mécaniques, qui devient noble. Ainsi, la signature ou le mot que l'on met sur la peinture, eh bien, vient désigner plutôt une tendance, c'est-à-dire une conception de la forme, une conception de l'œuvre. Et donc, votre signature véhicule une conception de l'œuvre quand vous êtes artiste, ou en tout cas joue avec une conception de l'œuvre. On a une origine artisanale donc de la signature, et on le voit si on prend au XVIIIe siècle où il va y avoir l'émergence d'un droit d'auteur qui va apparaître et d'une logique vraiment artistique. Eh bien, on va parler d'une origine artisanale de la signature. Et quand on lit à l'article signé de l'encyclopédie en 1751, eh bien, on va lire signer, c'est marquer l'argenterie et l'orfèvrerie du poinçon. C'est pour ça que j'ai sélectionné les armoiries de la mort de Dürer et précédemment son autoportrait, où on retrouve le poinçon de Dürer qui vient, alors là, dans une forme d'ambiguïté quand même, dire c'est une qualité Dürer. Et donc, cette logique artisanale, eh bien, on va la voir aussi dans les ateliers de la Renaissance, où
on signe les œuvres peut-être du nom de Bellini, le peintre de la République de Venise, mais c'est plus que c'est une logique d'atelier. Cette logique artisanale qui revendique un peu comme les premiers potiers grecs une, une qualité technique est aussi associée à une sorte de revendication de la qualité et de la responsabilité de la qualité. C'est-à-dire qu'un peu comme un maçon aujourd'hui, eh bien, pourrait avoir une garantie décennale, eh bien, si moi, artisan du XVIe siècle, je signe, d'une certaine manière, c'est l'atelier qui signe et je m'engage à ce que ce soit une qualité auprès de mon client. Et s'il conteste la qualité, eh bien, il pourra me demander de refaire le tableau. Donc, on voit que le poinçon qui donne plus tard le logo est associé à une logique artisanale qui peut être technique ou de marque, hein, associée aussi à une marque, comme on pourrait avoir Nike, Apple ou d'autres marques. Ainsi, cette logique de marque est bien, si je résume, une manière de garantir la qualité, de rémunérer non pas la création, c'est-à-dire je vais acheter l'œuvre, non, c'est que dans les ateliers de la Renaissance, on ne va pas avoir, on va faire des œuvres qui vont être considérées comme de l'artisanat, mais sur commande. Et donc, on va rémunérer non pas un acte de création qui serait une inspiration divine ou un acte de création où l'artiste aurait lui-même ses idées, mais bien une commande avec un brief, un cahier des charges. Et donc, on va facturer un temps passé. Ainsi, une signature au poinçon, c'est une hypothèse que je propose, vient plutôt, euh, j'allais dire, rémunérer un travail artistique plutôt qu'une création. Et ce temps, ce travail artistique, eh bien, il exprime une logique de marque qui est liée à une qualité. Et d'ailleurs, on ne va pas avoir non plus une logique trop individuelle. C'est-à-dire qu'on parle de régime de communauté. Lorsque je vais signer mon tableau d'un logo ou d'un poinçon, je mobilise en fait cet imaginaire artisanal, et je prendrai un exemple tout à l'heure, et je vais aussi mobiliser le pouvoir des corporations. L'idée qu'il y a un régime de communauté autour de ce poinçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous faisiez un tableau et que vous le signez du nom de l'atelier, même si ce n'était pas un poinçon, c'était signé du nom de l'atelier. Eh bien, pour savoir si ce tableau était de bonne qualité, on allait l'apporter à un syndicat appelé corporation qui jugeait de la qualité. C'est-à-dire que c'était d'autres peintres qui venaient, qui regardaient la qualité. Et si ce tableau respectait les conventions en vigueur autour de la qualité. C'est donc bien une logique de marque, mais surtout une logique collective, qui n'est pas encore la figure de l'artiste, ou je dirais plutôt la figure de l'auteur. On va voir que c'est une autre logique. Ainsi, il y a des artistes contemporains, et il y en a vraiment beaucoup, qui, consciemment ou inconsciemment, ont hérité de cette représentation et peuvent même la détourner. Je prends l'exemple d'une artiste, Kova, qui croque des concerts de manière très simple et qui vend ses dessins et qui va reprendre peut-être l'idée d'un tampon ou d'un poinçon à l'image d'un Dürer. Ainsi, même si c'est considéré comme une œuvre d'art aujourd'hui, il y a peut-être une référence artisanale, une logique de marque qui pourrait aussi amener à des collaborations. On peut très bien imaginer que Kova, qui, est, qui signe toujours de la même manière avec son tampon, va pouvoir faire des collaborations ou même peut-être faire travailler d'autres personnes pour elle si à un moment elle décide de faire une série d'assiettes ou de meubles design ou artistiques. Ainsi, si vous décidez de prendre un logo ou de faire un tampon, on peut imaginer qu'on va mobiliser des représentations associées à l'artisanat d'art, au design, et ce sera très différent, on va le voir, de l'art moderne, où la signature manuscrite est en bas à gauche ou à droite du tableau. Ainsi, on peut jouer avec cette représentation. Il y a peut-être aussi à interpréter
ce tampon sur l'œuvre de Cova comme une manière de refuser la logique d'auteur et de s'inscrire, non pas dans une logique de créateur, mais plutôt d'artisan, tout en proposant une œuvre d'art. Eh bien, c'est peut-être aussi une marque d'humilité, ou une volonté d'être accessible. Heu, Ça, c'est, vous voyez, on va jouer avec ces représentations-là. Donc on va s'apercevoir que les artistes vont détourner les œuvres. Alors, tout change. Là, je résume. Au Moyen Âge, on signe très peu et d'ailleurs on met très peu de textes, enfin pas toujours de textes, les textes sont pas toujours, appréciés dans les peintures ou alors il y a des explications, dans les peintures. Mais donc on va avoir au Moyen Âge vraiment des œuvres qui sont anonymes, des artisans qui vont poinçonner et jusqu'à la Renaissance, on a des signatures d'ateliers qui sont dans des logiques de qualité et de marque puisqu'elles prennent la responsabilité du travail artistique qui est fourni. Et au XVIIIe siècle, il se passe quelque chose, aux alentours des années 1730, puis vers la fin, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il y a la notion d'auteur, c'est-à-dire que l'émergence d'un auteur associé à une forme qu'il a créée, qu'on pourrait qualifier d'artiste. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie. C'est-à-dire que cette loi du 19 juillet 1793 vient sanctionner un grand mouvement au XVIIIe siècle qui va voir l'émergence de l'artiste et dont la signature va changer de rôle, ne va plus être une logique de qualité, mais bien une logique d'auteur. C'est-à-dire que la signature est associée à un nom et associée à une propriété, à une authenticité, qui n'est pas là gage de qualité, mais qui est d'abord gage d'une présence dans la forme. C'est-à-dire, c'est pas je suis responsable de la qualité de ce produit, c'est moi, individu, j'individualise cette forme qui m'appartient. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, on le voit au XVIIIe siècle apparaître deux types de poinçons. Un poinçon qui va être celui de la communauté de la corporation, hein, sur des objets d'art notamment. Donc ça se fait, par exemple avec les fers à estampiller que vous voyez sur l'écran. Donc on va avoir ces espèces de poinçons, ce qu'on peut avoir en photographie aujourd'hui, hein, avec les studios par exemple, où on va avoir le poinçon derrière les photos et qui vient attester d'une qualité, sur lequel on va rajouter un deuxième poinçon qui est celui de la marque de l'auteur. Et donc il y a une cohabitation au XVIIIe siècle entre cette logique de marque, cette logique de qualité et cette logique d'auteur. La logique d'auteur, c'est tout simplement dire que la signature de l'artiste marque la présence de l'artiste dans l'œuvre. Elle n'est pas associée à une quelconque qualité technique. Il y a une valorisation non pas du temps du travail artistique, mais bien une valorisation de la création même. C'est-à-dire que l'œuvre, j'ai pu passer, 1 minute à faire mon œuvre, je signe, eh bien, c'est juste de dire que je suis l'auteur de l'œuvre. C'est donc, mon originalité qui est présente dans l'œuvre. Et ça va apparaître aussi avec, au XVIIIe siècle, une mise en place d'un marché aux enchères des ventes d'œuvres. Alors, il n'y a plus de commandes, ou en tout cas beaucoup moins. On va voir que la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, va sanctionner quelque chose qui était déjà là, qui était l'émergence d'un marché bourgeois et de peintures qui ne sont plus liées à des commandes. Et donc, il y a des logiques de distinction qui se mettent en place et des logiques d'auteur, c'est-à-dire de starification organisée. Chardin en est un bon exemple. On va essayer de personnaliser son œuvre d'art et la signature devient un trait distinctif de personnalité. Ainsi, on voit aussi qu'il y a des conventions et que le mot fakiebat disparaît, en tout cas ne devient plus majoritaire,
dans les signatures de tableaux. On va justement avoir comme ça quelque chose où le tableau est signé soit en bas à gauche, soit quelquefois à droite. Ainsi, la personnalisation de l'œuvre par la signature manuscrite du nom, sans autre mention, devient une norme. Et c'est donc associé, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que on oppose souvent une logique commerciale avec une logique d'auteur, c'est-à-dire souvent si je vends beaucoup, je suis soupçonné de ne pas être un artiste, et si au contraire, si je vends peu, eh bien au fond, je suis un vrai artiste. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est une idée qui arrive plutôt au 19e siècle, mais au 18e siècle, eh bien, c'est parce qu'il y a justement ces ventes aux enchères, un marché qui se libéralise, qui n'est plus de la commande, que les auteurs ou les artistes slash artisans ont besoin de se distinguer et vont personnaliser leurs œuvres autour de leur nom dans une logique j'allais dire, de créer une sorte de mystère autour de l'acte de création. Et donc, on va avoir une valorisation de la création parce qu'on a signé de sa main, de son nom, on met une présence dans l'œuvre et on ne dit plus qu'on répond à une commande et qu'on facture un temps artistique, de travail artistique, mais on facture l'œuvre. Et d'ailleurs, Rembrandt se vante de faire des œuvres très rapidement, contrairement à d'autres artistes qui, payés au temps passé, sont très minutieux. Eh bien, Rembrandt va dire non, 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 mais pas du tout. Je peins très vite et c'est moi qui fais mes œuvres et donc vous retrouvez ma présence, mon talent. C'est ce que je vends et mon talent est associé à ma signature qui authentifie mon talent. Vous voyez, donc c'est vraiment une logique qui vient être différente de la logique de la Renaissance. On le voit d'ailleurs avec cet attachement au nom qui va apparaître dans un conflit qui oppose Jacques-Louis David à François-Anne David, homonymes du nom de famille qui sont tous deux contemporains du XVIIIe siècle. François-Anne David, qui est un, un graveur plutôt considéré comme de second ordre, eh bien, vit dans l'ombre du grand David qui d'ailleurs fait très peu de gravures. Et ce qui se passe, c'est qu'il va signer sans mettre forcément ses initiales. Et vous voyez dans cette gravure de l'histoire d'Angleterre représentée par figure accompagnée de Discours dans les Alpes de 1794, de gravure donc de François Anne David, eh bien, on voit que c'est marqué gravé par David, sans autre mention de son prénom. Eh bien, c'est pour entretenir un trouble et jouer sur la notoriété de son homonyme. L'auteur, le peintre qui a fait Marat, l'assassinat de Marat, enfin, le sacre de Napoléon, etc. Et donc, il y a un conflit qui montre bien l'importance que prend le nom pour authentifier un auteur. Et donc, d'une certaine manière, c'est la création d'une cote associée à une personne qui commence à apparaître au XVIIIe siècle. Et donc, la notion d'auteur est fondamentalement associée à un enjeu économique. Et ça, c'est Charlotte Guichard, dans son livre La griffe du peintre, qui le montre vraiment très bien. Ça, c'est une nouveauté. Ainsi, on le voit, Chardin ne va pas hésiter non plus à copier ses propres tableaux et à signer ses tableaux quasiment à l'identique dans cette logique, c'est-à-dire à la fois de dire que c'est bien lui qui l'a fait, mais dans le sens où il en est l'auteur, il en revendique la création, et en même temps, ça va lui permettre aussi de se distinguer parce qu'il y a toute une campagne qui fait lors des ventes aux enchères de gravures qui peuvent être signées de son nom, en tout cas donc il maîtrise la production, pour diffuser au plus grand nombre lors de ventes aux enchères et d'avoir vraiment on pourrait dire des trends comme sur les réseaux sociaux, des tendances pour pouvoir justement se distinguer. Les tableaux sont exposés, soumis à la critique. Donc ça, c'est vraiment, ça apparaît au XVIIIe siècle. Hein, les premières ventes, c'est 1730 aux enchères. Et sous le pinceau de Chardin, la signature devient un lieu où se négocie la valeur commerciale, c'est-à-dire qu'il y a une cote, des tendances parmi le marché bourgeois de la vente aux enchères des œuvres, et son statut
d'œuvre, c'est-à-dire que le nom vient authentifier la forme. On associe donc la forme au fait que ce soit une œuvre. Et évidemment, ça vient jouer aussi sur sa valeur artistique, indépendamment des qualités plastiques. Alors, on retrouve ces usages contemporains du nom dans la photographie et les impressions de tirage. On va le voir qu'en photo, il y a un enjeu qui se joue aussi, c'est comment je signe ma photo, tout simplement parce que je veux montrer que c'est une œuvre d'art et héritier donc de cette longue tradition de la signature qui commence au XVIIIe siècle, je veux montrer donc que je signe ma photo pour montrer que c'est bien une œuvre. On va voir que au début du XXe siècle, ou même du XIXe, il y a des négatifs qui sont signés de la main du photographe, comme pour montrer que c'est une œuvre d'art. Alors évidemment, ça pose aussi la question de savoir où est-ce que vous mettez la signature sur la photo, parce que ça peut se surimposer sur la photo et perturber la perception de la photo, de la qualité de la photo. Mais on voit que cet usage de la griffe, d'une certaine manière, c'est-à-dire de la présence d'un auteur sur une forme, qui augmenterait la valeur de l'œuvre parce qu'il y a la griffe de l'auteur, eh bien, on le retrouve dans des tirages qui sont des multiples. Mais pour donner une valeur aux multiples, on va avoir deux techniques. La première, et je prends l'exemple des baigneuses de Masmonteil, eh bien, Masmonteil va numéroter ces tirages. Il y en a par exemple pour la baigneuse de mémoire une vingtaine, et en même temps va signer le tirage de sa main, comme pour personnaliser le tirage et lui donner une présence, c'est-à-dire donner sa présence à ce tirage qui est fait d'après une œuvre originale. Bien là, on retrouve bien l'idée, cette logique d'auteur, que plus qu'une qualité, c'est la présence qui compte, de dire que c'est Olivier Masmonteil qui l'a conçu, ce design, euh, indépendamment d'une qualité qui serait validée par ses pairs. C'est bien lui en tant qu'individu. Les tirages rehaussés fonctionnent à peu près sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir des tirages et l'artiste, sur une impression, va rajouter une touche d'encre, va le personnaliser, et le fait de sa main apposer une touche, va augmenter la valeur perçue, en tout cas on fait quelque chose d'artistique et non plus d'artisanal. Vous voyez, c'est deux logiques différentes. Ainsi, on peut jouer avec, en tant qu'artiste, avec toutes ces représentations et décider de quelquefois faire des tirages qu'on va qu'on va signer de sa main, personnaliser, pour jouer avec cette sensibilité, cette histoire des sensibilités liées à la signature ou liées aux signatures. Et si on continue cette logique d'auteur qui commence au XVIIIe, et on peut voir qu'au XXe siècle, bien d'une certaine manière, c'est la signature qui mange l'œuvre. C'est-à-dire que si on parlait chez Chardin d'une touche, et c'est Diderot qui disait, en décrivant les œuvres de Chardin, le panier de fraises qu'on a vu tout à l'heure, il disait, mais on reconnaît la touche du peintre, c'est-à-dire la manière dont il appose sa couleur ou son dessin, et donc, d'une certaine manière, Chardin n'aurait pas besoin de signer. Mais au XXe siècle, et notamment avec le Erase de Kooning Drawing de Rauschenberg, eh bien tout ça, d'une certaine manière, disparaît. Pourquoi? Eh bien, la signature, la logique d'auteur mange la création. Et Rauschenberg le montre, en tout cas en joue, en proposant cette expérience. Il va voir William de Kooning, qui est connu, et lui propose qu'il lui donne un dessin. Rauschenberg est un jeune, artiste. Il fera la Biennale de Venise, mais voilà, il propose à William de Kooning de lui donner un dessin, et il décide d'effacer ce dessin. Donc le dessin, l'œuvre matérielle disparaît, et de signer le dessin, et l'œuvre devient celle de Rauschenberg, et le titre, c'est Effacement d'un dessin de Kooning, 1953. Et donc, il n'y a plus que la signature, et d'une certaine manière, c'est là où ça devient, on arrive peut-être dans une histoire au bout
de la logique de la signature, enfin la logique d'auteur dans la signature, c'est qu'en fait, c'est la signature qui désigne l'œuvre. Il n'y a d'œuvre que celle qui serait signée par un artiste reconnu comme tel. Et donc, il n'y aurait plus besoin même, à l'image de ce tableau de Ben, je signe donc je suis, il n'y aurait plus besoin de faire œuvre, il y aurait juste besoin de signer un objet pour que ça devienne une œuvre d'art. On peut penser aussi au ready-made, à la logique de ready-made de Marcel Duchamp qui, mettant le Fontaine dans un musée, eh bien, ça devient une œuvre d'art. Donc c'est le contexte en fait qui fait l'œuvre. Alors, l'œuvre signée devient, c'est une idée de Nathalie Henich pour montrer qu'en fait, il y a l'idée d'une présence de la personnalité du créateur dans l'objet. Eh bien, Nathalie Henich va parler d'un objet personne. C'est-à-dire que l'œuvre, porteur de la signature, de l'empreinte de son créateur, ne devient qu'empreinte du créateur et devient un objet qui porte sa présence, ce qu'elle appelle un objet personne. Elle étudie ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que la signature sur les photographies. Et elle explique que très tôt dans l'histoire de la photographie, certains clichés portent une signature manuscrite directement inscrite sur le négatif, comme un tableau attestant probablement d'une certaine auto-perception du photographe comme artiste. Et le négatif, mais aussi le positif, multiple par définition, se retrouve transformé en un objet personne, particularisé par l'inscription de la trace corporelle de son auteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on voit des créateurs qui, avec une nouvelle technique, une invention qui est celle de la photographie, ont besoin d'inscrire dans une histoire de l'art cette nouvelle forme de création et donc vont signer comme le font les artistes. Et donc là, on voit historiquement avant eux. Et donc là, on voit qu'il y a ce que Nathalie Henich appelle une artification, c'est-à-dire qu'un jeu avec les codes artistiques pour désigner l'objet qu'ils font, l'image qu'ils produisent, comme une œuvre d'art. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir tout un jeu qui vient, un vrai jeu pas un jeu de dupes, mais un jeu avec les conventions, avec les codes, avec l'histoire des perceptions, pour ce jeu, pour pouvoir mieux valoriser le travail ou mieux valoriser l'acte de création. Et ça se retrouve évidemment dans les certificats d'authenticité. Alors, la signature, et c'est pour ça que ça peut être important de signer ces pièces, mais pas forcément sur l'œuvre en les surimposant, mais au moins au dos de l'œuvre, parce que ça vient authentifier. Et ça vient même mobiliser, je dirais, un plaisir pour le client d'acheter ce qui va être le marqueur d'une œuvre d'art. Puisque la signature est presque, j'allais dire, tournée en dérision au XXe siècle, en tout cas, il y a une sorte de jeu avec ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement parce que on peut dire que c'est devenu une convention de signer et qu'un artiste signe. Et donc, quand on vend une œuvre d'art, vous pourrez faire cette expérience de proposer, même pour 200 euros, un certificat d'authenticité associé à l'œuvre. Vous allez voir que la personne, ça peut faire vraiment plaisir au client et ça, qui est validé en fait dans son acte d'achat d'acheter une œuvre d'art. Donc ça participe à l'expérience d'achat. On pourra réfléchir tout de même à l'emplacement et on voit que dans les certificats d'authenticité, le certificat d'authenticité que je vous propose, alors je pourrais vous l'envoyer, des modèles de certificats d'authenticité qui peuvent peut-être vous être utiles, eh bien, on voit qu'il y a une mention d'où se trouve, enfin, il y a une mention de l'emplacement de la signature. Alors, choisir maintenant sa signature en naviguant dans toutes ces représentations, dans cette histoire des sensibilités ou des perceptions qu'on a de la signature, eh bien, c'est peut-être se rappeler ces mots de René Char. Sans plus choisir, entre oublier et bien apprendre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les mots de René Char sont souvent cryptiques. Eh bien, sans plus choisir entre oublier et bien apprendre, c'est dire à la fois ne pas être ignorant de cette histoire, mais pas forcément collé à cette histoire et se permettre de faire les choses en dehors des codes ou en tout cas jouer avec ces codes. On n'est pas plutôt que de coller aux conventions.
Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce que j'appellerais un effet d'inversion, où aujourd'hui des artisans d'art qui font des céramiques, par exemple, vont signer comme des artistes et des artistes vont signer comme des artisans, ce qu'on a vu avec Kovac qui fait un tampon. C'est une manière de se déjouer des codes et ça rentre dans une logique de valorisation. Alors, ce jeu avec les codes, il est présent dès le XVe siècle. À cette époque de la Renaissance où les artistes sont considérés comme les artisans, pourtant on voit, à des détails, que même les artisans de l'époque se considéraient comme des artistes peut-être, puisque dans cette chambre des époux de Mantegna, je vous ai, trouvé, et Daniel Arras en a parlé, c'est un grand classique et il y a énormément de documentation sur, cette peinture ou cette fresque qui est de la chambre des époux. Eh bien, dans un coin, au milieu des feuilles et des végétaux, il y a un autoportrait de l'artiste Andrea Mantegna, comme un clin d'œil humoristique, presque au bouffon, à sa présence. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la signature, qui n'est pas manuscrite, puisque la chambre des époux n'est pas signée, et pourtant, il y a tout de même la présence, on peut le dire, d'un auteur qui a conçu cette chambre. Alors, c'est juste pour dire que la signature, qui est à la fois présence et gage de qualité, eh bien, est toujours le lieu d'un jeu et d'un détournement des conventions fait par l'artiste ou l'artisan. Alors, peut-être pour avancer, quelles sont les questions à se poser quand on choisit sa signature? Eh bien, se poser la question de ce que vous attendez. Est-ce que vous souhaitez, un peu comme David, quand il signe à Marat, dans La mort de Marat en 1793, d'ailleurs, date de la naissance du droit d'auteur, eh bien, est-ce que vous voulez, comme David, à tout prix passer à la postérité et mettre votre nom presque aussi gros que celui de Marat, qui sera ensuite panthéonisé? Et donc, pour ça, il faut que votre nom se voie, puisque c'est votre personne qui doit passer à la postérité, vous, à travers vos œuvres. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'artisanat en disant: «Mais non, mais moi, je ne suis pas auteur, je ne suis pas artiste»? Est-ce que c'est plutôt dire: «Je suis bien l'auteur de cette œuvre, mais je n'ai pas besoin de le montrer sur le tableau, de le surimposer»? Donc tout ça, c'est aussi se poser la question: mais qu'est-ce que vous voulez de votre signature? Et quelles sont les représentations avec lesquelles vous allez jouer? Puisqu'on a vu que c'était une forme de jeu. Ensuite, dans quel milieu je distribue mes œuvres? On voit que, par exemple, si je suis dans un milieu plutôt décoratif, on va parler d'art and craft, donc ce sont des galeries de design qui vont aussi vendre des tableaux, eh bien peut-être que j'ai intérêt, si je fais, une sculpture, eh bien j'ai peut-être intérêt à montrer que, ça a beau être décoratif et donc ce serait considéré comme un art mineur, mais je signe comme le faisaient les artistes au XVIIIe siècle. Peut-être pour montrer justement la valeur artistique de ce que j'ai fait, un peu comme au début du XIXe siècle, on faisait avec les photographies et les négatifs. Vous voyez, il y a une sorte de jeu. Ensuite, je peux aussi, là j'ai sélectionné une série de signatures, je peux aussi, eh bien, à l'image d'une d'un pot de céramique que vous voyez peut-être l'étoile et où là, il n'y a aucun rapport avec le nom, il y a juste toujours le même signe qui est reconnaissable et distinctif. Je peux aussi décider de marquer mes œuvres, soit, et je prends l'exemple d'Olivia, Cogniet, qui est une, céramiste, qui est sculptrice, qui va avoir un logo sur ses œuvres et donc qui se rapproche à l'artisanat, mais qui signe de son nom et qui montre tout de même les mains. Et ça, c'est intéressant. Le fait, dans son logo, de montrer à tout prix que c'est fait par la main, donc un fakiebat d'une certaine manière, alors que on regarde, vous pourrez aller voir son site, vous verrez, ce n'est pas elle qui fait ses pièces, puisqu'elle a tout un atelier qui fait les pièces pour elle. Eh bien, c'est intéressant. On voit là aussi l'effet d'inversion. C'est-à-dire que j'ai besoin de dire que c'est moi qui fais les pièces, en tout cas qui les conçoit, et donc je vais mettre des mains pour rappeler que, d'une certaine manière, c'est fait maison, fakiebat. Voilà, j'ai pris une série d'exemples et vous voyez qu'on alterne entre le logo ou la marque manuscrite.
Et on voit aussi à l'image de Mantegna que dans la photographie, mais ça peut se faire aussi en peinture, la signature est d'abord un élément de distinction. Et je n'ai peut-être pas toujours besoin de signer mes œuvres pour en revendiquer la qualité ou l'autorialité, le fait d'en être auteur. Henri Cartier-Bresson a innové justement de ce point de vue-là en marquant toujours sa fine bordure noire comme une forme de copyright. C'est lui qui a institué ça, mais aussi pour dire que la photographie, elle ne pouvait pas se couper, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de retouche sur ces photos. Et ça, c'était une manière de dire que c'était bien lui l'auteur. Et donc, plus besoin peut-être de signer le négatif, car d'une certaine manière, la bordure noire fait objet de distinction ou de spécialisation, on va dire, qui le désigne comme auteur de la photographie. Et cette bordure noire, qui revendique un regard, qui est le regard du photographe, revendique aussi d'une certaine manière le fait d'être auteur. Il a beaucoup insisté sur ce sujet, il ne voulait pas couper ses photos, et d'ailleurs, il est le premier à vendre des droits de reproduction sur ses photos. Il fonde l'agence Magnum, et en même temps, à vendre ses tirages en galerie. Donc il y a un mélange de ce statut en fait de la photo qui est par essence multiple, mais dans lequel il va quand même y avoir la marque d'un auteur, un petit trait distinctif, sans pour autant que ce soit une signature manuscrite. Ainsi, on peut réfléchir, quand on est artiste, à différentes manières de se distinguer, en tout cas sur son œuvre, avoir une marque distinctive qui peut faire partie de l'œuvre, qui n'est pas forcément son nom, mais qui vient juste montrer sa présence ou montrer que l'on est bien l'auteur de l'œuvre. Ça peut se faire. Et puis, un autre élément drôle, lui aussi, mais qui correspond aussi à une histoire de l'art, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on voit le nom des artistes qui deviennent des éléments du tableau. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être même au XIXe, eh bien, ce n'est pas toujours bien vu de mettre des textes trop longs dans les tableaux, puisque ça vient perturber, c'est Meyer Shapiro qui en parle, ça vient un petit peu perturber la lisibilité de l'œuvre. Eh bien, si vous regardez bien au pied de cette duchesse, il y a deux mots, Solo Goya, portrait de la duchesse d'Alba, donc qui était en deuil, elle avait 35 ans, et Goya était épris, fou amoureux de cette duchesse, et se met au pied, littéralement, de la duchesse. Et la signature est diégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'espace-temps du tableau, parce que si vous regardez bien, elle est inversée. Elle ne s'adresse pas, cette signature, au regardeur, mais à la duchesse d'Alba. Et donc, il y a une sorte de jeu de cette signature, qui est à la fois un élément du tableau, qui ne se surimpose pas comme un voile sur le tableau, qui est un élément du tableau, et en même temps, évidemment, une signature, et qui montre aussi la présence de l'auteur dans le tableau, qui est Goya. Ainsi, on peut jouer, on voit, avec tous ces codes pour produire une signature qui va à la fois rentrer dans une stratégie de valorisation de votre œuvre, cette stratégie de valorisation, elle est à la fois économique et symbolique. Valeur économique parce que ça crée la cote de l'artiste. Et donc pour ça, ça peut souvent être la même chose. Hein. Souvent, c'est toujours la même signature, même si dans l'histoire, les signatures d'un artiste au cours de sa vie peut changer. Mais donc, il y a une stratégie de valorisation économique liée à la cote, mais aussi symbolique. Et on le voit quand on joue avec la signature dans un tableau et qu'on essaye de dire aussi quelque chose de l'œuvre. L'art, et je terminerai sur ces mots, est la première manifestation claire de l'intériorité de nos ancêtres. On ne sait pas très bien ce que ces formes veulent dire, mais elles donnent une impression de familiarité qui abolit les millénaires et la distance avec leurs auteurs. Ségolène Lepillet, Sortir de la caverne, entrer dans la grotte, qui écrit évidemment sur l'art pariétal de la préhistoire. Et c'est intéressant de voir que ces traces, ces signatures,
sont à la fois quelque chose, de profondément, j'allais dire, public. C'est-à-dire qu'une signature, c'est fait pour être reconnu et donc c'est très extérieur et en même temps très intime. C'est peut-être, pour ça que quand on voit les traces, même des graffitis, si on regarde les graffitis de Pompéi, par exemple, des graffitis sur les murs du nom d'une personne qui est éloignée de nous de plusieurs millénaires, eh bien, il y a comme une présence, une proximité qui se crée et c'est peut-être ce qui est renforcé lorsque l'on signe une œuvre d'art, qui ça nous rappelle finalement que l'œuvre d'art, c'est une trace d'une humanité qui est susceptible de nous accompagner, et de nous toucher, même si plusieurs millénaires nous séparent. Merci beaucoup. Alors, chat, je vois. Alors, Daniel Boucon, sur une photo d'artiste publiée sur internet, il est recommandé de ne pas signer une photo. Quel est votre avis? Pourriez-vous, si vous pouvez me répondre, car je dois partir avant la fin. Alors, je vois, alors la signature, de d'une photographie, c'est vrai que, signer sur la photo, ça vient quand même perturber le regard et alors ça peut être un choix que vous faites, mais on va plutôt attendre à ce que ce soit derrière la photo avec un numéro. C'est quand même plus agréable. On peut rajouter un petit peu comme on faisait au 18e, un poinçon du labo du tirage pour, valoriser la qualité et pas juste le fait de dire que vous êtes auteur. Donc on peut jouer là-dessus, c'est à la fois avoir la marque du studio qui a fait le tirage et en même temps votre signature derrière la photo. Alors pour le certificat d'authenticité, je peux l'envoyer par mail. Alors pour ça, il suffit de m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Alors, la signature sur le tableau est strictement interdite. Oui, alors ça, c'est intéressant que ce soit, le jury qui interdit. Pour passer le jury, je suis obligé de repeindre mes signatures posées sur mes anciennes œuvres. Alors c'est très intéressant, Marina. Est-ce que, on peut savoir, pourquoi? Puisqu'au fond, on voit que dans l'histoire, il faut croire que, l'histoire donne tort au jury puisqu'en fait, l'artiste fait à peu près ce qu'il veut. Mais ce serait intéressant de savoir pourquoi le jury ne souhaite pas que vous signiez vos œuvres. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Alors Marina va nous répondre. Parce que la peinture devient un objet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le fait de signer son œuvre dessus, elle perd son pouvoir d'image. Ouais, en fait, c'est ce qu'on vient surimposer, en fait, on vient surimposer, une autre image sur l'œuvre, en fait. C'est comme si vous mettiez un voile sur votre œuvre. C'est peut-être pour ça, effectivement. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant de voir que dans l'histoire et si vous prenez par exemple Goya, la signature s'intègre à l'œuvre d'une certaine manière. Donc elle est diégétique, elle rentre dans l'espace-temps du tableau et donc là, il y a un jeu de la part de Goya avec cette convention de ne pas signer de la part des beaux-arts. Alors on avait aussi des conventions de signer, sur,
de l'intégrer dans le tableau, ce que vous avez à la Renaissance, où on voit des signatures dans les cadres peints ou sur les colonnes, par exemple, de certains tableaux. Quand on a une signature particulière, faut-il la déposer à l'INPI comme une marque? Alors, ça, c'est à voir. Ça peut, hein, c'est totalement possible quand vous avez une logique de logo. Quand vous êtes dans une logique de marque, vous allez travailler avec d'autres personnes, collaborer notamment avec peut-être d'autres créatifs ou d'autres auteurs, eh bien, vous pouvez effectivement déposer à l'INPI votre marque. Quand c'est une signature manuscrite, pas vraiment la peine puisque c'est associé à votre personne. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter, parce que je vois qu'il y a peu de questions, une belle soirée, et vous dire que nous lançons à Paris des rendez-vous, physiques, en physique, parce qu'on travaille maintenant avec la ville de Paris, l'école, des ingénieurs de la ville de Paris. Heu, on a fait un partenariat avec eux et ils nous accueillent dans leurs amphithéâtres gracieusement et on va avoir des conférences autour de l'histoire de l'art et de la philosophie esthétique. Donc c'est un autre type de conférence qui est moins axé sur l'insertion professionnelle et la valorisation des œuvres au niveau professionnel. Donc là, c'est plus un plaisir d'amateur, d'histoire de l'art, mais qui peut évidemment, ça a pour but d'inspirer aussi les œuvres et de réfléchir à la manière et aux enjeux de création et aux différentes manières de créer. Donc, ce sont des conférences qui s'appellent les rencontres imagées et que vous pouvez retrouver sur notre site. Voilà. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs, parce que la prochaine conférence à Paris, de la prochaine rencontre imagée est le 26 septembre. Je vous mets ici l'adresse. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.